C'est toujours un si grand plaisir de souhaiter la bienvenue à vous tous à ces conversations si importantes. J'aimerais vous remercier de vous joindre à nous sur l'Ether 6. Je vous parle. Ce webinaire est animé sur le territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe et des Mississauga du Nouveau-Crédit, qui sont maintenant le domicile de différents peuples, Premières Nations, Inuits et Métis. Mon nom est Debbie Douglas et je suis la directrice exécutive d'OCACI. Il est important que pour moi, que dès le début, d'exprimer notre solidarité avec les communautés autochtones sur toute l'île de la Tortue qui continuent à faire l'expérience de la violence et de la violence basée sur le sexe et sur la race, et surtout pour les femmes et les personnes à deux esprits. Et chez OCACI, nous avons fait un engagement dans notre plan le plus stratégique, le stratégique le plus récent, c'est de suivre les mesures, les appels à l'action de la vérité et de la réconciliation, surtout pour les femmes qui ont été assassinées et qui ont été enlevées. OCACI était impliqué dans un nombre d'initiatives de priorité, y compris répondre aux équités de race et à travers un scan environnemental. Et on essaie de faire la lutte contre le racisme contre les Autochtones, contre les Noirs, etc. Nous continuons à travailler avec les agences membres en partenariat avec la Ville de Toronto et d'autres pour faire bouger le dossier. À titre de notre mandat, notre engagement continu est de bâtir sur notre capacité interne et d'être capable d'augmenter les capacités du secteur pour approfondir notre compréhension de l'histoire des habitants d'origine de cette terre et de créer des liens de solidarité avec les communautés indigènes. On a fait cela en révisant notre contenu de cours, y compris les présentateurs et les invités, pour avoir des belles conversations pour les conférences annuelles du développement professionnel, nos conférences et nos webinaires, et aussi dans le développement de deux nouveaux cours plus récemment, qui sont surtout concentrés sur la solidarité des Autochtones, avec les Autochtones, pardon. Il est important pour moi, comme femme noire, surtout à l'e- à l'extérieur du mois de février, qui est le mois de l'histoire des Noirs, c'est de se rappeler et de célébrer et de commémorer les nombreuses personnes noires qui ont contribué aux Amériques, à la construction du continent, des pays du continent de l'Amérique du Nord, surtout pour les femmes d'ascendance africaine. Et j'appelle mes ancêtres ceux qui étaient et les connaissances qu'on dit d'elles-mêmes, appuyer ont pu nous permettre de survivre à à l'esclavage du commerce transatlantique qui était brutal. Donc, c'est une lutte qui continue et puis, donc, je fais hommage à elles et je les remercie. Je m'arrête pour que vous puissiez réfléchir sur les terres où vous vous trouvez et, et quelles sont vos relations avec les terres, mais aussi votre relation avec les Premières Nations de cette terre. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter notre modératrice de la série, Jin Ho. Elle est de l'organisation à la base, à la direction d'organismes sans but lucratif. Jin a soutenu et dirigé des efforts de changement dans des communautés, des organisations et des secteurs sans but lucratif et a collaboré avec des résidents et des décideurs dans toute la ville de Toronto. Jin a plus de 2 décennies d'expérience dans le secteur sans but lucratif, avec de l'expérience dans le développement communautaire, l'engagement civique, l'établissement, le développement de programmes, le développement du secteur
et le développement organisationnel et la gestion du changement. Elle a également travaillé dans le domaine de la santé des femmes et des 2 SLGBTQ+, de l'éducation des adultes et de l'éducation populaire et des arts communautaires, et a été coéditrice de Han Kut, Critical Art and Writing by Korean Canadian Women, donc c'est l'art critique et la rédaction des l'écriture des femmes canadiennes coréennes. Elle est actuellement directrice générale de Social Planning Toronto et siège au conseil d'administration de Toronto Environmental Alliance. Bienvenue et la parole est à vous. Merci beaucoup, Debbie. En parlant d'honorer et puis je suis tellement reconnaissante pour toi, pour ton leadership. J'ai déjà travaillé chez Ocassi et je suis reconnaissante pour le leadership d'Ocassi également. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous pour aider à modérer cette série de webinaires de lutte contre le racisme. Comme Debbie a mentionné, il y en a 3 sur la série qui se concentrent souvent, beaucoup sur la lutte contre le racisme, de l'intention à l'action. Donc, on dessert bien sûr les secteurs euh, qui desservent les immigrants. Donc, on veut aborder la discrimination raciale et puis augmenter l'équité raciale dans le secteur et au-delà. Au fil de ces 3 webinaires, les conférenciers vont parler de la sécurité, vont parler de comment on peut lutter contre le racisme et la discrimination, et puis comment cela peut avoir un impact sur notre secteur, tandis qu'on lutte contre ce racisme et l'iniquité. Donc maintenant, on est dans la deuxième de la série de 3. Nous allons nous concentrer sur les crimes haineux et leur impact sur les individus et les communautés. Qu'est-ce qu'un crime haineux et que peuvent faire les gens et les organisations pour soutenir les personnes visés par le racisme et la haine et pour favoriser un environnement plus sûr pour tous. Puisque moi, j'ai été confrontée par le racisme dans ma jeunesse, je n'en sais pas beaucoup sur les crimes haineux. Lorsque nous parlons des crimes haineux, je pense que souvent, nous pensons qu'on parle d'attaques sur les mosquées ou sur les synagogues. On parle de l'islamophobie et l'antisémitisme de Montréal, par exemple. Si on parle aussi de tueries ou des travailleurs des salons de massage ont été aussi. Donc, on arrive à l'anniversaire de 2 ans pour certains de ces crimes. Ensuite, lorsqu'on parle du racisme anti-noir et des crimes haineux, je me demande si on va parler de cela aujourd'hui, s'il y a un lien. Aussi, durant la pandémie, on a vu qu'il y avait de plus en plus de crimes haineux. Il y avait une urgence publique. On a vu beaucoup plus de crimes haineux, surtout visés à cause du racisme. Continuons à être témoins de ces crimes contre les musulmans et les juifs. Donc, surtout dans notre secteur qui dessert les réfugiés et les immigrants, on veut savoir c'est quoi les crimes haineux, différentes formes de crimes haineux et comment ils se manifestent dans différentes communautés. Qu'est-ce que les gens dans les différentes organisations peuvent faire pour créer un environnement plus sûr pour tous et comment on peut soutenir, comme j'ai mentionné tantôt, les personnes visées par le racisme et la haine. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aborder cette haine et ce racisme? Donc, si vous avez besoin de services d'interprétation vers le français, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation au bas de l'écran et choisir l'option en français. On offre aussi des services de sous-titrage. Vous pouvez donc cliquer sur le bouton Closed Caption ou sous-titrage et vous pouvez choisir l'option anglaise. Nous allons passer à la conversation avec nos experts invités. Nous en avons 4. On va présenter chacun d'entre eux, un à la fois, et je vais leur demander de se présenter aussi. Ensuite, nous allons avoir une petite conversation parmi nous et ensuite, on va ouvrir la séance aux questions. Donc, s'il vous plaît, considérez poser une question, soit dans la boîte chat, et nous allons y répondre à la fin de la conversation. Il y a donc un sondage aussi qui va vous être envoyé par courriel.
à la fin du webinaire. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, répondez à ce sondage pour qu'on puisse bien comprendre comment nous avons performé. Donc, sans plus attendre, je vais présenter nos quatre euh, présentateurs, Bernie Farber et Kieran. Donc, il est avec la Commission ontarienne des droits, non, de la Réseau canadien anti-haine. Donc, il est reconnu comme l'un des PDG d'ONG les plus accomplis du Canada. En fait, est un consul. Il mène une carrière de plus d'un quart de siècle axée sur les droits de l'homme, l'antiracisme, le pluralisme et les relations interethniques, confessionnelles, raciales. Ces efforts ont été documentés dans de nombreuses publications. Son travail a également été cité par son expertise dans un certain nombre de publications universitaires. Il a dirigé avec succès de grandes ONG et fondations telles que le Congrès juif canadien, la Fondation Paloma. Il a récemment pris sa retraite en tant que directeur exécutif de l'Institut Mosaïque. Aujourd'hui, Mr. Farber est un consultant en droits de l'homme, un chroniqueur de journal et un défenseur de la justice sociale. Il a reçu de nombreux prix pour son travail en faveur des droits civils, notamment la médaille de jubilé de Diamant de la Reine, la médaille commémorative du 125e anniversaire du gouvernement du Canada et le prix de l'Association des chefs de police de l'Ontario pour services exceptionnels et dévouement à la police dans la province de l'Ontario, entre autres. S'il vous plaît, partagez un peu plus de votre contexte. Bernie? Bernie? Oh, désolé, j'ai dû allumer mon micro. Nous allons tout simplement vous demander 10 dollars. Après tant d'années, je suis. Merci beaucoup et merci aux organisateurs de ce webinaire si important. J'aurais souhaité ne pas être ici aujourd'hui pour être honnête avec vous. J'ai travaillé dans le domaine du crime haineux pendant plus de 3 décennies et j'ai dû être officiellement à la retraite. Malheureusement, je suis toujours ici, pas seulement ici, mais je demeure à être concentré sur le fait que les crimes haineux n'ont pas diminué, mais en fait ont augmenté. Mais nous avons vu des, des effets déroutants. À l'époque, comme on avait mentionné, on était plus se préoccupé par les mots que les actions. Aujourd'hui, cela est, on a un changement. On passe de paroles de dérision et de haine jusqu'à des actes de violence, y compris le meurtre. On a vu cela au Canada aussi. Donc, le travail que j'ai fait avec le Conseil juif canadien ou avec le réseau canadien anti-haine, c'était pour confronter la haine et les groupes qui promouvoient la haine. Et on va en parler un peu plus et faire comprendre au public général quel est leur rôle pour lutter contre ce type de crime. Je pourrais en parler pendant 25 minutes sur cela simplement. Je ne vais pas le faire, mais je vais céder la parole à la modératrice et aux panélistes, à mes panélistes, mes homologues. Merci beaucoup, nous avons hâte. J'aimerais présenter Nouzat Jeffrey, qui est la directrice générale du Conseil canadien des femmes musulmanes. Elle a été présidente et membre du Conseil d'administration national et bénévole de longue date du Conseil. Elle siège également au Conseil d'administration de The Pluralist Foundation et a été présidente et membre de plusieurs autres conseils d'administration d'organismes à but non lucratif, dont l'Architectural Conservancy of Ontario, Access Employment et South Asian Family Support Services. Nuzat possède une vaste expérience de leadership dans le secteur public, privé et sans but lucratif. Elle a occupé le poste de directrice générale du bureau du commissaire à l'équité de 2007 à 2017. Son expérience couvre des rôles de direction dans les domaines de la politique, des communications, des ressources humaines et de la conformité législative et réglementaire. Elle est une défenseuse infatigable des droits de l'homme, de l'équité, de l'inclusion et de l'accessibilité. Elle est titulaire d'un... S'il vous plaît, présentez-vous. D'accord, je me suis rappelé d'allumer mon micro. Merci beaucoup. Mon nom est Nuzat Chafri, je suis directrice générale du Conseil canadien des femmes musulmanes. Et comme Bernie, j'aurais cru avoir pris ma retraite déjà. Je suis revenue à ce rôle particulier parce que notre travail ne semble jamais euh, être terminé. Moi aussi, j'aurais souhaité ne pas être ici, de devoir faire la défense des droits de la personne de base et du respect de la personne et de l'accessibilité pour tous, mais nous voilà quand même.
Bien sûr, chacun d'entre vous, avez entendu les histoires, avez-vous vu les nouvelles et les programmes télévisés qui démontrent que les statistiques nous démontrent qu'en fait que les meurtres commis ont augmenté dans les communautés racialisées. Surtout le racisme anti-noir ne semble pas baisser du tout et on ne va pas l'éradiquer de si tôt. Ici, au Conseil, il y a tant de membres des communautés, on remarque que tant de membres des communautés font l'expérience de ce racisme, que ce soit en prenant le métro ou en allant à l'école ou au travail. Donc, c'est très, très urgent pour nous d'aborder cette question et d'être ici parmi vous. Je suis ici pour en apprendre plus de mes collègues parce que, bien sûr, ils travaillent dans des espaces qui sont similaires, mais quand même assez distincts dans certains cas. Donc, j'aimerais mieux savoir comment on peut travailler ensemble. Et merci au Cassie et Debbie et, et tout le monde pour nous avoir invités. Et c'est à toi, Jim. Merci, Nuzat. Même si j'aimerais bien que tu sois en paix dans ta vie de retraité, c'est quand même un plaisir pour nous de t'avoir parmi nous. Ensuite, je vais présenter Raj Deer, pardon, qui est le directeur général et le conseiller juridique en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne depuis 2018. Il supervise toutes les opérations de la CODP, notamment les services juridiques, les politiques, les communications et les services généraux. Il a dirigé le programme de transformation de la CODP en fait, auparavant, il était directeur de portefeuille à la division du droit civil du ministère du procureur général, où il a passé plus de 10 ans dans divers rôles de gestion, notamment en tant que directeur juridique à l'ancien ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, et en tant que directeur juridique adjoint dans des rôles à la division du droit civil du Crown Law Office et à la division du droit constitutionnel au sein du ministère du procureur général et au ministère du Travail. Raj a également passé plus de 11 ans en tant qu'avocat à la Commission des droits de l'homme de l'Ontario où il a plaidé et conseillé sur une variété de questions. C'est à toi, Raj. Comme vous avez entendu, mon nom est Raj Deer et je suis le directeur général et le conseiller juridique en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne. Je pense que tu l'as tout dit en termes de ma biographie et de mon parcours de carrière. J'aimerais quand même noter quelques points. À titre de conseiller juridique à la Commission ontarienne des droits de la personne, j'ai travaillé, fait des litiges, plusieurs cas, et qui impliquent souvent des manifestations de haine et de discrimination. Et j'ai aussi été un des membres fondateurs de la clinique juridique de Sud-Asiatique en Ontario. Et on a fait quand même assez de travail dans cet espace. Je suis fière d'être ici, de représenter la Commission ontarienne des droits de la personne. Elle vient de lancer un plan stratégique 2023-2025 et une partie de ce plan engage la Commission comme dans la priorité de faire du travail euh, contre la haine. On travaille avec d'autres institutions pour mettre au défi d'aborder l'augmentation des manifestations de haine et souhaitant que les personnes peuvent utiliser le système pour répondre à la haine. Merveilleux. Merci beaucoup, Raj. Merci pour tout le travail important fait par la Commission et de la CODP. Donc, c'est vraiment bien d'entendre parler du travail de l'association aussi. J'aimerais présenter aussi Kieran Bisla, qui est membre du service de police de Toronto depuis 21 ans. Il est détective à l'unité des crimes haineux du SPT et occupe ce poste depuis plus de 12 ans. Au cours de cette période, Kieran a participé à un certain nombre d'enquêtes criminelles à haut profil motivées par la haine, tant au niveau municipal que juridictionnel. Elle donne régulièrement des formations au Toronto Police College et au Ontario Police College à des agents de toute la province. Elle participe fréquemment à des débats d'experts et à des conférences provinciales et nationales avec des intervenants internes et externes, notamment des membres de la communauté juridique, des agences gouvernementales et des organisations à but non lucratif. Bienvenue.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je suis l'une des 2 détectives qui est maintenant assignée à l'unité, des, crimes haineux du SPT. J'aimerais juste vous expliquer que dans notre unité, on passe en revue chaque crime haineux, chaque, rapport qui a été, signalé avec notre service. On le passe en revue, on la classifie pour voir s'il passe le seuil du critère de détermination si c'est un crime haineux. On donne du soutien et des expertises aux agents de la division. On fait de la liaison beaucoup avec le procureur général et dans les enquêtes. Donc, comme les autres panélistes ont mentionné, il y a eu une augmentation des crimes haineux au fil de la pandémie et dans les événements internationaux ont un impact ici. Nous voyons vraiment une augmentation des signalements de crimes haineux durant la pandémie. Bien sûr, on a augmenté la grosseur de notre unité des crimes haineux, c'est merveilleux pour nous. Cela nous donne la capacité de élargir notre portée de service et donner des éducations aux membres du public aussi, pour qu'ils soient plus capables d'identifier des manifestations du crime. Donc, merci. Thanks so much, Kieran. And Merci I'm just beaucoup, keen to Kieran. hear about what meets the J'aimerais threshold plus of a hate entendre crime. So I'd like to ask you, est, what qu'est-ce is a hate qui crime and what impact does répond it have au on someone's seuil view de of the law? critères pour devenir un crime haineux? Merci, Jen. C'est une question complexe. J'aimerais simplifier la chose, mais le code criminel a des articles, des provisions, des dispositions spéciales sur les crimes haineux et cela veut dire que toute infraction criminelle peut être un crime haineux. La police doivent démontrer des preuves de haine, de préjudice ou de biais. Donc, on dépend sur les énoncés et les preuves pour démontrer à la cour que ce n'est pas des incidents isolés, que les crimes ont été motivés soit en partie, soit intégralement par la haine. Donc, la personne n'a pas besoin d'identifier dans un groupe communautaire, mais c'est basé sur la perception du suspect. Donc, la police doit montrer ces éléments de preuve. Donc, si une personne est, reçoit un chef d'accusation, donc la personne doit, euh, c'est un facteur aggravant, donc, durant la détermination de la sentence. Donc, peu importe si vous et moi, ou si nos membres sont sujets à ce groupe ciblé, ils ont un impact parce qu'ils sont tous vulnérables. Dans notre service public des rapports sur les crimes qui est disponible au public. Je pense qu'Ocassi nous donne un lien un peu plus tard. Il explique à quel point on classifie ces occurrences et quel genre d'offenses sont commises dans la ville de Toronto. Et de ces, euh, l'impact de ces crimes haineux sont très importants. Merci. Thanks so much, Kieran. Raj, I'm wondering if you Merci beaucoup, could Karen. Raj, je me demande si vous some pourriez light on mettre what en a hate lumière crime is and its impact for par rapport à the qu'est-ce que civilian cela rights. veut dire, So un there's crime a haineux de la specific perspective, definition des showing droits de la cases personne. and how you make the case that something is a hate crime Je from ne sais pas the comment vous perspective pouvez, of the victim. démontrer que quelque chose est un crime haineux de la perspective des droits de la personne. C'est sûr que c'est très important de déterminer comment on peut déterminer, sous le code criminel, c'est quoi un crime haineux? Il faut savoir aussi comment est-ce qu'on peut répondre à cela et le code de l'Ontario et la législation des droits de la personne généralement, c'est un endroit important pour comprendre comment on peut aborder la haine. Si on regarde aussi les coûts de la haine, c'est parce que la haine est souvent dans l'extrême d'un continuum qui commence avec les stéréotypes, les doutes, la haine basée sur l'identité, et ensuite ça parle à la préjugé, la discrimination systémique, le harcèlement, la violence basée sur les biais et parfois les génocides. Mais la haine fait à une intersection avec des formes particulières de discrimination et est ancrée
dans différentes formes de racisme. Par exemple, le racisme anti-noir, anti-asiatique, anti-autochtone. C'est ancré dans la misogynie, l'homophobie, la transphobie, basé sur euh, comme l'islamophobie et l'antisémitisme aussi. On a besoin d'aborder ce type de discrimination avant qu'il se manifeste en forme extrême de haine. Donc, protège les personnes de la discrimination et de l'harcèlement, qui inclut les expressions de la haine. Par exemple, les codes des droits de la personne euh, prohibent le harcèlement comme les commentaires vexants et d'autres formes de discrimination qui ont un impact négatif sur les personnes et les groupes surtout dans les domaines comme l'emploi, les services et le logement. Si une personne est ciblée par leur race, leur religion ou leur sexe, par exemple, à l'emploi ou dans les logements qu'ils essaient d'avoir ou dans les services qu'ils essaient d'avoir, cela va être engagé. Donc, même si le Code des droits de la personne ne mentionne pas euh, la, la, la parole haineuse, comme d'autres codes euh, en Colombie-Britannique, par exemple. Donc, cette expression de haine peut prendre différentes formes en Ontario. Donc, j'ai déjà parlé de ces formes comme le contact physique non bienvenu, les avances sexuelles, les épithètes, les, les surnoms, les dessins animés, les graffitis, tout cela a déjà été trouvé d'être inclus dans ces dispositions, dans les codes de... That hate expression that may be a crime under the criminal C'est code. que l'expression de haine peut être un crime sous le code criminel. Et si ça arrive dans une sphère sociale qui est gérée par le Code des droits de la personne, comme par exemple l'emploi, le logement et les services, ça peut aussi être considéré comme du harcèlement discriminatoire aussi, selon le code. L'autre point qui est important de prendre en note, c'est que le Code des droits de la personne de l'Ontario dit qu'il est important que l'utilisation ou la représentation d'un signe qui peut être discriminatoire est considérée comme étant l'intention de discrimination basée sur l'identité. Maintenant, cette protection, malheureusement, ne va pas jusqu'aux formes très contemporaines de ce que nous voyons aujourd'hui. Disons par exemple les publications haineuses ou bien la haine en ligne. Par contre, ces provisions existent quand même et elles sont très importantes et il est important de les garder à l'esprit. D'un autre côté, je crois que ce qui est important, c'est habituellement, il n'y a pas de droit de la personne disponible pour les incidents haineux qui ne se déroulent pas ou qui n'arrivent pas entre deux personnes qui sont dans une relation de pouvoir. Donc, disons, si vous n'êtes pas dans le domaine de l'emploi, le domaine du logement, les services sociaux, etc., dans ce cas-là, dans ces cas-ci, le Code des droits de la personne n'est pas appliqué. Et ça ne va pas s'appliquer, par exemple, à des commentaires qui sont faits entre deux personnes qui sont simplement qui se sont croisées dans un lieu public ou bien en ligne, si c'est fait à l'extérieur d'une barrière sociale. That's great. Thanks so much, Raj. It's really C'est bien. Merci beaucoup, Raj. C'est très, très utile de pouvoir penser aux crimes haineux de cette manière en tant qu'un continuum qui est lié avec la discrimination et c'est simplement la version extrême et l'extrême de ce spectre. Donc, nous comprenons aussi que c'est la cause de ce type de violence et des crimes haineux. Et en regardant cette partie de des droits de la personne et aussi la perspective de la police aussi est très utile. Maintenant, ça a l'air d'être assez complet, mais c'est possible qu'il y ait des manques et on pourra adresser cela plus tard. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est votre perspective par rapport aux crimes haineux et qu'est-ce que vous avez vu dans vos domaines respectifs? Bon, je crois que je dirais
que ce que nous considérons comme étant un incident haineux ou un crime haineux, euh, le seuil pour qu'on puisse prouver que c'est un crime haineux est assez difficile pour la plupart des gens. Parce qu'avant qu'on puisse, par exemple, mettre en place un défi ou s'il faut aller en cours, corrigez-moi si je me trompe, Kieran, il faut, avant qu'on puisse pousser cela à l'offense criminelle et savoir quoi faire avec, ça prend du temps. Parce que dans notre vie régulière de chaque jour, par exemple, si vous traitez quelqu'un de certains noms, euh, en tant que tel, ce n'est pas simple et facile de prouver que c'est un crime haineux parce qu'il faut pouvoir prouver l'intention et la preuve. Et c'est très difficile. Et dans nos communautés, beaucoup de personnes ne rapportent pas ce type d'incident. Et ce sont des incidents qui pourraient être des crimes haineux parce qu'ils ont l'impression, ces personnes ont l'impression qu'elles ne seront pas prises au sérieux, qu'elles ne vont pas être écoutées. Et il y a aussi beaucoup de perceptions par rapport à cela, que ce soit dans les droits de la personne, que ce soit bien fait ou pas. Par exemple, on pense que les musulmans ne seront pas pris au sérieux. Et les gens pensent aussi parfois que les musulmans sont habitués à la violence parce que nous venons d'une diaspora où les gens, où la violence est régulière et habituelle. Donc, je suis simplement en train de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une certaine résistance et une certaine hésitation dans notre communauté à présenter cela. Maintenant, l'une des choses que j'aimerais vous présenter et que j'aimerais que nous voyions, c'est vraiment, tout d'abord, laissez-moi vous dire que nous n'avons pas une définition claire du crime haineux, même sous le code criminel qui explique exactement ce que c'est. Donc, comment est-ce qu'on pourrait définir que ce serait un crime haineux aussi? On peut dire qu'il y a deux étapes dans ce processus. Donc, même du point de vue de chacune des juridictions, il y a des distinctions. Par exemple, comme Raj l'a dit, les différences de définition varient. Et en plus, il y a la différence entre un incident haineux et un crime haineux. Donc, ce qui serait bien, c'est d'avoir un langage simple qui pourrait expliquer au public quelle est la différence exacte et quelles sont les ressources disponibles dans ce type de situation, peu importe la juridiction d'où ils viennent. Donc, que ce soit provincial, territorial, etc. Juste expliquer ce que c'est exactement. Et je crois qu'il y a des gens déjà très intelligents qui ont déjà travaillé là-dessus. Et il faut aussi expliquer ce qui n'est pas possible sous le code criminel actuel, parce que c'est important et ce n'est pas encore facile à comprendre par le public. Merci beaucoup, Nuzat. C'est un point très utile et important. Simplement le fait que les incidents et les crimes doivent être rapportés, mais pour que ce soit fait, il faut que les gens croient que quelque chose va être fait par rapport à cela. Donc, il nous faut savoir quand est-ce que les gens vont faire les rapports et quand est-ce qu'ils ne le feront pas. Bernie, est-ce que vous voudriez parler un peu des limites où on peut voir certains écarts par rapport aux crimes haineux? Qu'est-ce que vous avez vu dans le travail que vous avez fait jusqu'à présent par rapport aux crimes haineux? Bon, pour être, pardonnez-moi tout le monde, l'une des difficultés que nous avons par rapport aux crimes haineux vient en deux niveaux. Tout d'abord, c'est le rapport. Les gens doivent être conscients qu'ils peuvent qu'ils peuvent venir et faire un rapport de ce qui s'est passé et euh, dire que quelque chose comme ça est arrivé. Maintenant, le deuxième point, c'est le système de justice en tant que tel. En ce moment même, Kieran et sa collègue sont deux enquêteuses de crimes haineux. Et je crois qu'il est très important, en tant que quelqu'un qui a été impliqué là-dedans pendant très longtemps, je crois qu'il est très important que nous nous assurions qu'il y ait beaucoup plus d'enquêteurs disponibles. Par exemple, les unités responsables des crimes haineux étaient très communs dans le passé, donc avant les années 2000, au début du 21e siècle. Mais ce sont des unités beaucoup moins populaire ces temps-ci. C'est comme, par exemple, nous avons les unités d'homicide, les unités de vol de vélo, etc. Donc, il faudrait avoir des unités de policiers qui sont spécifiquement chargées des crimes haineux. Et il faudrait en créer une ou deux, parce que nous avons vu une augmentation assez visible. Et souvent, euh, c'est un manque de ressources
et il faut savoir utiliser les ressources correctement. Mais je crois que c'est important de commencer à réfléchir au fait que beaucoup de choses ont changé. Simplement de la manière dont la haine a été disséminée et comment ça continue d'être disséminé. Donc, je suis conscient que tout le monde est d'accord, mais je peux vous dire que dans le passé, avant les réseaux sociaux, les personnages avec qui avaient beaucoup de haine distribuaient littéralement des pamphlets. Et si deux, trois personnes acceptaient de prendre leur dépliant ou leur pamphlet, pour eux, c'était une bonne journée. Mais maintenant, aujourd'hui, n'importe qui peut prendre un iPad, un laptop, cliquer deux, trois mots et ensuite avoir un contact avec des centaines de milliers, des dizaines de milliers de personnes d'un coup. Et nous savons, par exemple, les gens comme Alexandre Bissonnette qui a attaqué la mosquée dans la ville de Québec. Nous savons que c'est quelqu'un qui a été incité par la haine qu'il a vue et qu'il a découvert sur son laptop, sur les réseaux sociaux. Donc, nous savons que ça peut avoir ce type d'impact sur les gens et nous savons que ça peut avoir un impact sur des dizaines de milliers de personnes. Alors, je crois qu'il est tout à fait important que nous regardions comment et que nous évaluions comment est-ce que le système de justice fonctionne, que ce soit du point de vue juridique, mais aussi du point de vue policier. Et ensuite, du côté juridique, il nous faut aussi comprendre que oui, il y a de l'antiracisme qui est mise en place. Donc, nous savons euh, que c'est quelque chose qui peut être jugé officiellement à la cour. Par contre, la question, c'est que se passe-t-il exactement lorsque quelqu'un est chargé officiellement? Et quelle décision est prise? Et là, des fois, ça peut prendre des années. Donc, il nous faut regarder ce système, l'évaluer un peu et bien sûr, c'est tout aussi important, sinon plus important, il nous faut considérer les facteurs qui permettent de disséminer la haine. Et le plus important, c'est les réseaux sociaux. Et comment est-ce qu'on fait pour réellement gérer cela et cette explosion de la dissémination de la haine et l'impact que ça a sur la société? Thanks so much, Bernie. Merci beaucoup, Bernie. Raj was talking about how there's some Et limitations Raj était en train d'expliquer comment il y a des limites par rapport au to Code des droits de la personne, online hate. par So I'm wondering rapport if you can turn à to la haine en ligne sur les réseaux sociaux. Maintenant, j'aimerais que nous puissions regarder quelles sont les méthodes que vous utilisez avec vos partenaires pour combattre le racisme dans les communautés. Est-ce qu'il y a des circonstances de haine en ligne ou s'il y a d'autres types de circonstances? Est-ce qu'on pourrait commencer par Raj? Oui, bien sûr. Ça me fait plaisir de débuter cette discussion et je voudrais même tout d'abord continuer avec le point que j'ai entendu un peu plus tôt, si vous me permettez. J'aimerais parler un peu des points qui ont été présentés par mes copanélistes. Et je crois que ce qu'il est important, c'est de mieux comprendre les différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour contrecarrer les crimes haineux et les incidents haineux aussi. Et ce que je voudrais présenter, ça serait à la base du code du système des droits de la personne. Donc, tout d'abord, il faut savoir que les victimes d'incidents haineux peuvent emmener une application au tribunal des droits de la personne. Et le tribunal peut explorer la résolution, que ce soit à travers de la médiation ou le tribunal peut aussi mettre en place une audience. Et si est approuvée, ce tribunal peut ordonner des sentences officielles qui pourront empêcher la haine et le harcèlement dans le futur. Donc, il faut voir que c'est légèrement différent de ce que vous allez voir dans une prosécution criminelle. Maintenant, l'autre point que je crois qu'il est important de prendre en note, ce sont les différents standards de preuve. Un appliquant au tribunal doit prouver son cas par rapport aux probabilités, tandis que lorsqu'on va vers la couronne, il faut le prouver à 100% sans preuve. Donc, ce n'est pas simplement la probabilité. Donc, c'est un standard un peu plus élevé. Maintenant, l'autre point que j'aimerais présenter aussi, un bénéfice qui vient avec le système de droit de la personne, vient par rapport aux objectifs de restauration. Et vous allez voir que c'est un système qui est beaucoup plus centré sur la victime, contrairement au système pénal qui est beaucoup plus centré sur la punition, donc la personne qui offense.
Donc, vous pourriez voir, avec cette méthode, on pourrait s'opposer à ces actions haineuses et aller à la base de ces problèmes et agir officiellement par rapport à cela. Un autre point, juste pour terminer ce que j'ai à dire là-dessus, les personnes qui entrent en contact avec le tribunal des droits de la personne ou le système des droits de la personne vont quand même avoir un risque d'être négligés par ce système parce que c'est quand même quelque chose qui est très légaliste et assez inaccessible. Donc, s'ils sont en mesure de se rendre à une audience de tribunal, ce qu'on voit très souvent avec les preuves qui sont emmenées, le fait d'avoir à passer à travers tout ce processus très long peut revictimiser la personne ou l'individu qui s'est présenté et ça peut même exacerber les sentiments de marginalisation et de victimisation. Donc, je voulais juste prendre le temps de mentionner cela parce que je crois que c'est important que les gens comprennent cela, la différence qui existe entre ces deux approches pour présenter ce genre de situation pour qu'elles soient adressées. Maintenant, juste pour retourner maintenant à la question officielle, Jean, donc, quels sont les types de choses que nous pouvons faire? Tout d'abord, je vais prendre le temps de reconnaître le bon travail que la majorité que mes collègues, en fait, ont effectué jusqu'à présent. Maintenant, ce que nous avons découvert en travaillant dans ce domaine, c'est que personne, en fait, il n'y a aucune organisation, aucune entité qui peut réellement faire ce travail seul. Cela demande une approche à aspects multiples en utilisant des organisations différentes, des individus différents aussi. Maintenant, l'Organisation des droits de la personne de l'Ontario a plusieurs outils qu'ils peuvent utiliser. Par exemple, on peut mettre en place des déclarations, des communications, nous pouvons créer des politiques, nous pouvons aussi créer des formations, de l'éducation publique, nous pouvons débuter des enquêtes par rapport aux litiges stratégiques. Maintenant, un des exemples que nous avons eu il y a 15 ans, nous avons débuté une enquête sur les assauts que nous avons vus sur les personnes de descendance asiatique. Et ensuite, suivant cette enquête, nous avons créé ce document qui a suivi le progrès des 20 organisations. Donc, on parle de la police régionale, le responsable régional, la commission scolaire, etc., etc. Donc, toutes ces organisations, d'une manière collaborative, ont contribué à une réponse par rapport à ce type de situation. Maintenant, plus récemment, disons en septembre 2021, c'était un exemple que je trouve qui vaut la peine d'être présenté, où nous avons vu les nations indépendantes. Pendant qu'il y avait une lutte contre une éclosion de COVID, il y a eu des rapports à Kenora où les gens refusaient des services aux peuples autochtones. Il y avait aussi des commentaires racistes et de la misinformation. Et ce que nous avons eu à faire par rapport à cela, c'est que nous avons eu à travailler avec plusieurs organisations différentes et des individus aussi. Nous avons mis en place une déclaration pour rappeler à Kenora quels sont les droits de tout le monde et les obligations de tout le monde aussi. Nous avons aussi appelé certaines entreprises pour exiger qu'elles suivent certaines exigences. Et nous avons parlé dans un événement public qui a été mis en place par plusieurs communautés autour et qui font partie de Kenora aussi. Et nous avons engagé notre partenaire dans les droits de la personne pour nous emmener plus de support pour être sûr que les gens et les membres de la communauté puissent savoir comment bien protéger leurs droits de la personne en tant qu'humain. Donc, ce sont des exemples de stratégies que nous avons déjà utilisées dans le passé. Et une autre chose aussi, c'est que nous avons un historique de travail avec les parties prenantes. Donc, vous allez voir sur notre site Web, nous avons beaucoup de déclarations qui ont été mises en place, qui ont été faites durant les années où on déclare clairement certaines choses comme étant mauvaises. Donc, ceci est très important parce que les gouvernements, les organisations communautaires, donc, il nous faut vraiment pointer du doigt les organisations et les incidents haineux lorsque nous les voyons.
Merci beaucoup, Raj. Nuzad, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez fait pour combattre ce type de situation? Bien sûr. Donc, de notre côté, nous avons pris une approche beaucoup plus centrée sur la sensibilisation. Alors, nous avons mis en place des campagnes de médias sociaux pour contrecarrer ce que nous voyons en ligne. Donc, nous utilisons des plateformes de médias sociaux et nous avons découvert qu'il nous faut vraiment commencer à penser différemment par rapport aux plateformes un peu plus vieilles, par exemple Facebook et Twitter. Il faut comprendre que les jeunes, qu'on le veuille ou non, se déplacent vers TikTok. Alors, vu que c'est un milieu qui évolue énormément, nous avons dû développer aussi nos méthodes et nous avons aussi développé la manière dont nous communiquons notre message. Donc, nous nous concentrons surtout sur la mésinformation et la désinformation. Donc, nous prenons des petites parcelles de ce que les gens disent contre les musulmans et nous les contrecarrons autant que possible. Donc, récemment, nous avons mis en place une campagne où nous avons permis à des personnes de communautés musulmanes pour qu'elles puissent partager ce qu'elles ont vécu par rapport à des incidents haineux et des crimes haineux. Et l'une des choses très importantes qui est arrivée, et je trouve que c'est crucial d'y penser aussi, c'est que l'un de ces moments, il y avait eu une femme qui a été attaquée dans un train à Vancouver. Et vous avez sûrement déjà entendu parler de cette idée, de cet incident. Elle a été vraiment traumatisée et elle a été attaquée physiquement dans le train. Et elle est rentrée à la maison après cela. Et pour qu'elle puisse guérir de tout cela, elle a décidé de partager cela en ligne. Par contre, arrivé en ligne, il y a eu encore plus de haine parce que les gens ont la possibilité de partager et de dire encore plus. Et pour elle, c'était vraiment, vraiment plus que ce qu'elle pouvait supporter. Et bien sûr, j'encourage les gens à aller partager leur vie, leur situation en ligne, mais il faut voir que pour elle, cette situation de guérison était extrêmement difficile. Et je ne veux pas dire que ce sont des histoires, ce sont vraiment des expériences vécues par des individus. Et ce ne sont pas des choses que ces individus ont inventées. Ils ont vécu cela. Et lorsqu'elles racontent cela, c'est très brave de leur part de partager ce qui leur est arrivé. Et peut-être que ça leur cause beaucoup de tort de parler de cela, mais l'important, c'est de voir que ce sont des choses qui arrivent à des vraies personnes. Donc, l'impact que ça a sur eux, sur leur famille, sur leurs collègues ou leur confiance en eux-mêmes est importante. Donc, il nous faut commencer à parler de cela pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que la haine fait aux gens, quel est l'impact que ça peut avoir et pourquoi il est important pour nous de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter cela. Alors, nous avons mis en place ces campagnes, nous avons des ateliers en place aussi, nous avons des ateliers par rapport euh, des ateliers, encore une fois, et ce que nous faisons, c'est que nous nous assurons d'équiper les membres de notre communauté et de nos communautés pour qu'ils savent quoi faire. Mais bien sûr, l'étape finale, il est important de voir que la réglementation est tellement imprévisible. Les gens demandent beaucoup, ont demandé beaucoup de changements législatifs et ça n'a pas été nécessairement facile. Donc, il faut trouver cet équilibre entre la liberté d'expression et arrêter la haine. Donc, nous travaillons dans des espaces où nous nous rencontrons et nous essayons de découvrir quelles sont les meilleures solutions. Ce n'est pas facile. Et je crois qu'il est important de mentionner que nous faisons beaucoup de travail avec nos alliés. Nous avons travaillé avec Ocasi et je crois que notre première campagne était faite en collaboration avec Ocasi. Donc, je crois qu'il est important pour nous de le faire et de contribuer à ce travail ensemble et non en silence. Donc, je vais arrêter ici parce que je pourrais toujours continuer. Donc, allez sur notre site web daretogether.ca pour avoir un peu plus de détails là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Nuzad. Et nous allons nous assurer de partager ces ressources-là aussi après que la session soit terminée. Bernie, est-ce que vous pourriez partager un peu ce que vous et votre partenaire et vos partenaires ont fait pour combattre le racisme? Are you on mute? Non, je suis là, vous m'entendez?
Parfait, Good, good. parfait. Donc, l'une des choses les plus importantes que nous avons faites dans notre réseau, c'est nous avons confronté la haine directement. Donc, c'est quelque chose qui est très dangereux, surtout lorsqu'on parle sur les réseaux sociaux, des réseaux sociaux. Ça prend un type d'enquêteur très spécial pour aller dans ce contexte-là et voir qu'est-ce qui se passe exactement. Et ce que j'essaie de faire, c'est mentionner quelque chose qui a été fait il y a environ un an. Vous avez entendu parler du convoi de la liberté. C'était l'une des premières fois où nous avons vraiment vu un drapeau nazi sur proche du Parlement. Et je crois que c'est ce qui a permis à d'autres groupes de pouvoir penser à faire ce genre de choses. Donc, le réseau s'est mis comme rôle d'aller voir qui sont ces disséminateurs de haine. Donc, on a impliqué la police et d'autres membres de la société civile parce que nous devons nous assurer qu'ils ont l'information nécessaire pour résoudre ces problèmes de haine qui sont là. Donc, ne soyons pas aveugles. Ce sont des choses qui ont déjà existé dans le passé. Que vous soyez une personne de couleur, quelqu'un qui vient de la croyance juive, que vous soyez de la communauté LGBTQI de plus, ça arrive dans nos écoles, dans nos parcs, ça arrive en ligne. Donc, il nous faut en savoir beaucoup plus. Et l'une des choses que nous avons présenté énormément, et nous avons fait beaucoup cela dans notre réseau d'anti-haine, c'est que nous avons mis en place des ateliers pour les commissions scolaires pour identifier ce genre de difficultés, que ce soit l'antisémitisme, l'islamophobie, l'anti-LGBTQ, etc., etc. Donc maintenant, comment identifier ces, ces élèves qui seront des cibles dans ce type de circonstances s'il y a des réseaux haineux? Donc, ça prend du temps, mais c'est du temps qui est bien utilisé. Donc, si on a l'opportunité et qu'on peut vraiment utiliser le système d'éducation pour qu'il fasse ce qu'il doit faire, qui est d'éduquer les gens, que ce soit pas seulement pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. De cette manière-là, ils vont pouvoir identifier les causes à la source avant que ça commence. Et si on réussit à faire cela, nous serons finalement en train d'avancer vers un milieu où cela n'existera plus. Génial, merci beaucoup, Bernie. Et Kieran, j'aimerais savoir si vous pourriez nous donner un petit commentaire par rapport à ce que vous avez fait par rapport au combat contre la haine et le racisme. Donc, on a vu beaucoup d'augmentation de la haine en ligne aussi et dans d'autres sphères. Oui, bien sûr, pas de problème. Donc, j'aimerais juste dire quelque chose par rapport aux points qui ont déjà été mentionnés et reconnaître que le, le fait que les gens ne dénoncent pas assez régulièrement est une difficulté pour nous et ça nous inquiète dans le département de la police. Donc, nous avons besoin de savoir lorsque les gens subissent quelque chose, que ce soit un incident ou que ce soit un crime haineux. Donc, nous avons entendu parler des raisons pour lesquelles les gens ne le font pas. Et souvent, il faut que les policiers posent les bonnes questions pour gérer la sous-déclaration. Donc, nous avons eu des situations où les personnes ont été frappées, crachées dessus, etc. Mais tant qu'il n'y a pas eu de preuve qu'il y avait euh, des insultes haineuses ou autre chose ou autre preuve qui pourrait être là, on ne peut pas réellement avancer de cette manière. Et ça peut être assez difficile parce que les victimes souvent ne veulent pas partager cette information parce que c'est quelque chose qui peut être humiliant pour eux. Et malheureusement, c'est le type d'information que nous utilisons en tant qu'enquêteurs lorsqu'il nous faut classifier quelque chose en tant que soit une offense criminelle ou quelque chose qui a été motivé par la haine ou par le préjudice. Maintenant, par rapport aux unités contre la haine, la crime haineux, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ça varie avec les juridictions. Ce ne sont pas tous les quartiers de police qui auront des unités de haine contre le crime.
Et je peux vous dire qu'il y a des groupes de travail sur les crimes haineux. Et ce que ce groupe de travail fait en ce moment, c'est de standardiser comment est-ce qu'on fait pour classifier les déclarations de crimes haineux. Et ça nous permet maintenant de chercher une définition claire qui peut être utilisée dans toutes les circonstances. Et nous l'avons, c'est une offense criminelle où il y a la preuve de haine, de préjugés et de partialité. Et bien sûr, ça peut avoir un impact sur la propriété ou sur la personne. Et bien sûr, c'est différent d'un incident haineux qui a un impact tout aussi sérieux et qui peut aussi être tout aussi sérieux dans la communauté. Mais oui, la police est en place pour faire face à ce genre d'événement, mais il y a d'autres commissions. Par exemple, on peut penser aux autres cours, par exemple, le tribunal pour les propriétaires, et ce sont des choses qui n'ont pas peut-être pu être adressées au travail, et il y a peut-être d'autres manières dont ce genre d'incidents peuvent être adressés. Maintenant, par rapport à la haine en ligne, c'est beaucoup plus difficile d'enquête parce que n'importe qui peut aller quelque part, faire des commentaires, et les policiers peuvent exiger euh, qu'on identifie l'individu. Et là maintenant, identifier la personne derrière l'ordinateur qui a fait cela est assez difficile. Et en plus, la juridiction est encore très difficile parce que nous ne savons pas exactement où se trouve la personne. Est-ce que cette personne habite au Canada ou c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, à l'extérieur du Canada? Et dans ce type d'enquête peut prendre beaucoup de temps parce que la police doit trouver de l'autorisation juridique pour que ces compagnies soient forcées de partager ces informations. Ensuite, il faut ajouter cette partie pour savoir combien de temps est-ce que ces compagnies ont le droit de garder ce type de registre. Donc, je comprends pourquoi est-ce que les gens peuvent être frustrés par rapport à ce genre d'enquête et je comprends aussi pourquoi est-ce que ça peut prendre beaucoup plus de temps que d'habitude. Par contre, je dois vous dire que c'est une sphère de juridique que la police ne peut pas faire seule. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur la communauté et les organisations comme OCACI, le réseau d'anti-haine et bien sûr les autres aussi, parce que nous ne pouvons pas faire ça seuls. Thanks so much, Karen. So much Merci complexity. beaucoup, Karen. Il y a tellement de complexité dans cette question épineuse. Et bien sûr, dans le secteur des immigrants, des réfugiés, il y a des gens qui sont arrivés récemment et racialisés peut-être pour la première fois dans leur vie. Ils essaient de nommer la discrimination et le racisme d'une façon qui est claire pour eux. Donc, je pense qu'identifier cela, donc identifier un incident d'haine et être capable de le signaler et pour qu'ils puissent comprendre quels sont leurs droits, cela va être assez complexe. Je pense que le secteur peut certainement réfléchir à cela et penser à cette lentille parce qu'il y a et, et d'apporter cette connaissance des droits à la communauté. Donc, la semaine prochaine, peut-être, on va pouvoir parler de cela. Avant cela, j'aimerais demander aux participants, pour ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, posez les questions aux panélistes en utilisant le bouton Q et A, donc QA au bas de l'écran, et on va y arriver dans quelques instants. Mais j'ai une question pour les panélistes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a tellement de travail à faire. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Quel rôle pourrait jouer le secteur des immigrants et des réfugiés? Voulez-vous commencer, s'il vous plaît, Bernie? Oui, certainement. La bonne nouvelle, c'est que nous avons en effet fait du progrès, puisque faire ce genre de réunion que nous avons aujourd'hui, c'est déjà du progrès. Les commissions scolaires ont commencé à reconnaître le besoin de faire de l'éducation sur la haine et la lutte contre le racisme. C'est un progrès aussi. Les gouvernements ont compris un petit peu l'importance de s'assurer que les personnes ont autant d'informations que possible lorsqu'il s'agit de haine et de crimes basés sur des préjugés. Donc, voilà du progrès. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis, la sphère la plus grosse, et je l'ai mentionné plus tôt, je vais continuer à le faire,
federal c'est panel. qu'un participant sur un panel fédéral a regardé euh, les préjudices en ligne, mais sans doute. Donc, c'est sûr que l'Internet est l'outil de prédilection pour ceux qui aiment détester. On n'a pas besoin faire partie d'un groupe haineux pour être haineux. Il y a tellement de personnes qui ne sont pas toujours dans les coins euh, obscurcis des médias sociaux. Donc, que ce soit Facebook ou Twitter ou Instagram ou TikTok, on trouve ces commentaires haineux. Voilà pourquoi il est très important que les personnes aient les outils et qu'ils puissent reconnaître ce qui se trouve et de faire un signalement approprié. Mais le progrès ne peut qu'être défini jusqu'à un certain point. Parfois, il y a en fait euh, une, euh, une augmentation de conscientisation, comme après le massacre en Ontario d'une famille complète musulmane. Il y avait un câlin communal qu'on s'est donné. On a commencé à comprendre comment la haine peut jouer des rôles dans certaines des occurrences les plus dévastatrices. Mais ces câlins communautaires ne durent pas si longtemps. On doit trouver des façons cohérentes pour contrer la haine. Aussi, nous devons trouver des façons pour que chacun d'entre nous travaillons ensemble. Donc, comme le réseau canadien anti-haine, les groupes comme OCASI, les groupes juifs, les groupes sud-asiatiques, nous avons parfois cette chose où on va dans notre propre poche de manteau. On fait du travail en silo. Mais si on pouvait se rassembler et faire le travail ensemble comme une communauté d'intérêt, il y a du réconfort dans dans les grosses foules. Il y a des informations, des expériences que plusieurs communautés ont et que d'autres n'ont pas, surtout lorsqu'on parle de nouvelles communautés d'immigrants. Parfois, en passant, on a peur des personnes avec des uniformes dépendant de leur origine. Mais rassembler des personnes de travailler ensemble, avec des gens qui sont ici depuis longtemps, donc que le Canada est différent d'autres endroits. Ici, on essaie vraiment d'avoir un impact différent sur la haine, sur les crimes haineux. Donc, ça pourrait avoir un grand impact. Oui, il y a du progrès qui a été fait, mais la route reste longue pour terminer notre trajet. Merci beaucoup, Bernie. Kieran, vous avez parlé un petit peu de certains des défis. Vous vouliez parler du progrès et de ce qui reste à faire? You're on mute. Sorry. In terms of progress, I think Votre our micro est fermé. Désolé. En termes de progrès, je pense qu'on progresse et notre unité s'est élargie. C'est malheureux c'est arrivé durant la pandémie parce que les chiffres étaient tellement élevés, mais avant la pandémie, nous avions 2 membres de notre unité et maintenant nous avons 6 membres de l'unité, ce qui est merveilleux. Donc, sur cela, on pourrait vous donner plus d'éducation et plus de capacités. Désolée, donc nous avions une brochure et on a conçu cela avec un étudiant de collège et on peut maintenant le traduire dans différentes langues. Donc, nous allons avoir cela comme ressource pour les communautés. Et je pense, lorsqu'on parle des progrès, c'est très important de comprendre qu'on comprenne qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Lorsqu'on a des discussions en table ronde de nos collègues des autres territoires pour s'assurer que ces enquêtes et de bâtir investigations very seriously. puis But s'assurer there are a lot of challenges that come with très those sérieusement beaucoup de investigations. défis qui proviennent avec ces enquêtes. Mais encore une fois, si on revient, que c'est un domaine de travail où il nous faut beaucoup de collaboration entre partenaires. Thanks so much, Kieran. Merci Raj, beaucoup, would you like to Karen. talk a little bit about progress Raj, tu voudrais parler un petit peu de progrès and versus qu'est-ce qui reste à faire as well? et du travail dans oui, il y a 60 ans,
Donc, l'Ontario avait créé la Commission des droits de la personne pour contrer les sentiments antisémitique et l'antiracisme. Donc, malheureusement, ces institutions ont été théoriquement capables de répondre. Nous sommes toujours ici et on travaille encore sur ces problèmes. Il y a plusieurs obstacles institutionnels pour avoir une réparation en termes de droits de la personne. J'ai déjà parlé certains des écarts dans la législation. Certaines communautés ont pris la position que la limite d'un an, c'est trop court pour plusieurs personnes et qu'il y a des impacts disproportionnels pour les personnes qui sont plus marginalisées, y compris ceux qui vivent dans des communautés éloignées. Le défi le plus fondamental que nous avons entendu, porte sur le sous-financement, surtout lorsqu'on regarde la Commission des droits de la personne de l'Ontario. La Commission maintenant prend 3 membres du personnel pour répondre au mandat de la province, pour aborder la question de la discrimination systémique à travers l'éducation, à travers le développement des politiques, les enquêtes et les litiges. Nous savons que le centre de soutien ne peut pas donner d'aide juridique suffisante pour les besoins, pour les tribunaux, pour aborder la haine et les incidents basés sur la haine. Il y a beaucoup, justement, d'arriérés dans ce processus des demandes des droits de la personne. On sait que le tribunal des droits de la personne de l'Ontario prend des pas pour contrer ce problème, mais l'un de ces délais résulte en fait que les gens cessent le processus ou bien n'initient pas du tout le processus auprès du tribunal des droits de la personne. Donc, on doit offrir plus que l'illusion de résultats. Je ne veux pas m'arrêter sur une note tout à fait négative. J'ai entendu ce que Bernie a dit plus tôt. Je pense qu'il y a eu du progrès quand même. Mais lorsqu'on parle de l'établissement de la Direction générale de la lutte contre le racisme, y compris la législation qui demande la collecte de données, qui permet de nous de voir les différentes formes de racisme, de discrimination et de haine de façon différente que par le passé, et qui permet de regarder, pour créer les actions pour aborder ces façons de faire. Donc, ultimement, dans certaines façons, les réponses ont toujours été là, mais je pense que notre histoire dans les dernières dizaines d'années, on doit faire un meilleur travail du soutien des institutions et du gouvernement, et on doit responsabiliser le gouvernement et chacun d'entre nous aussi. Merci beaucoup, Raj. Et, toi, pourrais-tu conclure sur ce point? Quel est le point positif? Qu'est-ce que le secteur peut faire? Nuzat? OK, je dirais qu'on a du progrès parce qu'on commence à regarder ces crimes à travers une lentille intersectionnelle. Parce que nous sommes des communautés, il y a un impact disproportionnel sur les femmes et les filles. Certaines peuvent être identifiées par ce qu'elles portent. Et le racisme anti-noir aussi. Beaucoup de ces incidents qui ont eu lieu ont ciblé des femmes noires ou musulmanes qui portent le hijab. Donc, je pense que si on travaille avec toutes nos parties prenantes et les municipalités et les gouvernements fédéraux et provinciaux, en fait, j'ai lu un rapport très, très intéressant de la Commission des droits de la personne qui parle du profilage raciste basé sur la race dans différentes régions. Mais quand une personne est noire et aussi femme et musulmane, on voit c'est quoi l'expérience pour cette personne. Donc, le fait qu'il y a une reconnaissance que les identités intersectionnelles ont un impact sur les gens, cette reconnaissance est bonne, mais maintenant les systèmes doivent incorporer comment les données sont
collecter pour qu'on puisse euh, justement comparer les données à travers toutes ces identités qui font intersection. Donc, malheureusement, ces choses peuvent exacerber l'expérience de certaines personnes. Je pense que le progrès pour moi, c'est que nous reconnaissons la nature des identités intersectionnelles. Et l'autre point qu'on a été capable de faire, c'est de comprendre comme des choses comme le racisme anti-noir et, l'homophobie, que toutes ces choses font intersection, c'est-à-dire euh, augmentent. Donc, l'expérience est toujours empirée. Mais le fait qu'on puisse reconnaître cela, mais je ne veux pas qu'on aille en arrière, parce que ça pourrait arriver. Si on voit ce qui se passe au site de la frontière et la législation là-bas qui prohibe l'utilisation du mot intersectionnalité dans le programme d'éducation. On ne peut pas faire cela. Le Canada doit continuer à aller de l'avant. Et aussi, on va essayer de continuer à répondre des questions, on va continuer la discussion. Merci beaucoup. Il y a vraiment de bons points sur l'intersectionnalité et de comprendre certaines des complexités. Cela ne pourrait pas être seulement la lutte contre le racisme sur lequel on peut se concentrer. On doit se concentrer. In the next 10 minutes or so. So I'm going to pick a few of them and ask whoever on the panel would like to answer. So this first question is from Andine. Donc, je vais poser la question à Aline. Alors, notre première travers- question nous vient de Andine. À travers votre engagement de la communauté, est-ce que vous avez appris quoi que ce soit par rapport à l'impact que les incidents haineux ont eu sur les communautés? Raj, je vois que ton micro est activé. En fait, mon micro est toujours activé, mais ça me fait plaisir de répondre à cette question. Donc, je pense que c'est une question excellente parce que cela nous permet de voir l'impact lorsque nous manquons à notre devoir et que nous n'agissons pas. Alors, ce que je dirais, c'est que basé sur les consultations que nous avons eues dans le passé, le travail que nous avons fait, nous savons qu'il y a beaucoup d'impacts différents. Donc, le manque de confiance dans les institutions publiques, les dommages physiques et mentaux aux individus, le dommage mental et long terme aux communautés et leur conscience. Donc, dans la perspective des immigrants et des nouveaux arrivants au Canada, ce que nous avons vu jusqu'à présent dans notre travail, c'est qu'il y a certainement et définitivement une augmentation du sentiment contre les immigrants racisés. Très tôt dans cette pandémie, nous avons remarqué que ces sentiments étaient partagés de manière publique sur les réseaux sociaux, aussi dans des communautés, que ce soit, on a vu qu'il y a des communautés chinoises ou d'Asie du Sud qui sont attaquées et accusées de la pandémie. Nous avons aussi vu des immigrants, des travailleurs migrants depuis août 2021. Nous avons vu la ville de Kingston qui a mis en place un règlement administratif pour empêcher le logement des travailleurs migrants ailleurs que là où ils travaillent. Et c'est clairement quelque chose qui est discriminatoire par rapport à ces travailleurs qui viennent d'ailleurs. Et tout cela arrive à une période où nous savons que plus d'un tiers des employeurs parlent du manque de main-d'œuvre. Et c'est vu, on peut le confirmer, qu'il y a un manque dans la main-d'œuvre. Et ça nous a emmené aussi à un ralentissement de croissance. Notre prospérité a été réduite, etc. Donc, on voit que le Canada a besoin de l'immigration, mais
pourquoi est-ce que les gens voudraient venir si ils sont sujets à de la haine additionnelle en arrivant au Canada? Donc, je crois que certains, certaines organisations ont fait ces analyses et ont la preuve que quelque chose comme ça a un impact. Mais nous le savons, il y a un coût économique réel au Canada, dans les provinces, lorsque nous avons ce genre de choses. En fait, il y a un coût pour les communautés spécifiques aussi. Par exemple, la communauté musulmane ou la communauté juive, donc qui sont beaucoup plus ciblées dans le pays, ont eu à ajouter de la sécurité dans leur synagogue et dans leur mosquée. Donc, le coût pour cela est assez sérieux. Donc, même si le gouvernement fédéral et provincial contribue pour mettre en place ce genre de système de sécurité et d'équipement, c'est quand même un coût sérieux et économique. Et on voit cela en France et dans d'autres pays où il y a vraiment des s- services de police et des soldats qui sont mis en place et stationnés devant une synagogue ou devant les mosquées. Donc, ça a un impact sur l'expérience. Donc, lorsqu'on quelqu'un va à la mosquée ou à la synagogue, c'est très différent. Maintenant, c'est terrible lorsque quelqu'un doit maintenant s'asseoir dans un lieu de foi et avoir de la peur dans son cœur parce qu'il doit surveiller les sorties au cas où quelque chose arrive. Donc, c'est quelque chose qu'il nous faut vraiment toujours considérer. J'aimerais aussi prendre le temps de commenter cela aussi, Jean, c'est correct? D'accord. Vous pouvez y aller, Lisa. Merci beaucoup. Donc, dans nos communautés, il y a vraiment eu un coût économique, surtout pour les femmes qui sont des enseignantes au Québec. Ils veulent maintenant travailler dans le domaine judiciaire ou la juridique ou le domaine policier. Ils ne peuvent pas le faire parce que si elles veulent porter un hijab, elles ne peuvent pas le faire. Et ce sont des professions où elles ont déboursé beaucoup d'argent pour pouvoir se former et maintenant elles ne peuvent plus travailler dans ce domaine où elles ont dépensé de l'argent et plusieurs années. Donc, ça a un impact économique. Mais autre chose qui est très important, un autre impact économique crucial, c'est par rapport à leur santé mentale. C'est que lorsque vous avez eu à faire face à un incident, il y a un symptôme de traumatisme, le TSTP. Donc, c'est très difficile parce que, en plus de la difficulté de ces symptômes, mais en plus, la disponibilité des services pour régler cela est très, très faible. Donc, tout cela est relié et ce sont des impacts ressentis par les membres de notre communauté. Some really great analysis and comprehensive responses to Merci that. beaucoup. Ce sont des analyses et des réponses très claires là-dessus. Je crois que nous allons essayer d'ajouter une dernière question parce qu'il ne nous reste que quelques minutes avant de conclure. Donc, nous avons quelqu'un qui nous demande comment est-ce que nous faisons pour conceptualiser et aborder l'intimidation à l'école basée sur la race, la culture, le pays d'origine, l'orientation sexuelle, l'identité, le genre, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour réagir de manière à ne pas alimenter perpétuellement ou à perpétuer la haine? Comment renforcer et aider les victimes et à améliorer leur situation? Donc, on parle de l'intimidation à l'école et de la haine. Bon, je vais commencer. Donc, je l'ai dit au début, même au début de ce séminaire, c'est que les écoles sont les premiers lieux d'action lorsqu'on parle de la haine. Pourquoi? Parce que la majorité du temps de réveiller de nos enfants est passé là-bas. Et il faut voir aussi qu'il y a encore plus de chances de faire face à la haine dans à la cour de récréation. Et vous savez que tout enfant a eu à faire face à cela. Et je crois qu'il est vital de mettre en place des actions. Et nous voyons des commissions scolaires qui commencent à faire face à cela,
Et le problème pour moi, c'est que la majorité de tout cela devient politique. Et vous avez des responsables d'école qui mettent en place des agendas, par exemple, contre la communauté trans. Et en passant, ce sont des grandes victimes du, de la discrimination et de l'intimidation. Donc, le type d'impact que nous avons vu, autre que l'islamophobie, etc., est assez énorme. Je crois que nous n'avons même pas encore réussi à vraiment comprendre l'ampleur de tout cela. Et je crois que c'est important que sur ces lieux, donc à l'école, il faut former les professeurs qu'ils puissent comprendre quelles sont les causes et les racines de l'antisémitisme. Par exemple, si ils réussissent à reconnaître cela à la base, comme peu importe, comme toute maladie, en le décernant à la base, on peut y faire face de manière très agressive. Merci beaucoup, Bernie. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je pourrais faire quelques commentaires additionnels. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Bernie a dit. Donc, en tant qu'officier, qu'agent de la police, nous sommes très conscients des incidents qui ont lieu à l'école. Mais il faut dire aussi que les gens à l'école ne peuvent pas le faire à eux seuls aussi. Il y a des choses qui arrivent à l'école et il est important d'avoir ce type de conversation à l'extérieur de la classe aussi pour reconnaître ce à quoi ces enfants font face. Et il faut leur laisser savoir que la haine est quelque chose qui est mauvais et mauvaise et ce n'est pas toléré. Nous allons aussi, bien sûr, enquêter tout ce qui nous est emmené et présenté, mais nous allons aussi enquêter des choses qui n'ont pas été présentées à la police parce que c'est là où nous allons pouvoir aider les personnes, que ce soit dans la classe ou à l'extérieur de la salle de classe. Merci beaucoup, Kieran. J'ai vu Raj et Nuzat activer leur micro. Nuzat, est-ce que vous voudriez commencer? Oui, en fait, j'ai vu une autre question, mais je dirais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je suis d'accord avec le fait que Bernie a dit qu'il nous faut commenter avec les écoles. Mais l'une des choses que j'aimerais faire comme commentaire, c'est que dans le secteur de l'établissement, surtout lorsqu'on doit la prestation des services, souvent c'est basé sur le logement, etc. On peut voir que tout cela est basé sur on peut aider avec ces genres de webinaires que nous avons, par exemple, ce que Okasi est en train de mettre en place. Ces genres d'ateliers doivent être disponibles. Il faut que les nouveaux arrivants sachent qu'il y a des recours et des ressources disponibles pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et de cette manière, ils vont aussi agir par rapport à cela. Il faut aussi mettre en place des espaces pour que si ces personnes-là veulent apprendre, ils peuvent venir et apprendre. Il faut aussi qu'ils se sentent à l'aise d'expliquer ce à quoi ils ont déjà eu à faire face. Donc, il est vraiment important pour le secteur en tant que tel d'être très informé, surtout en utilisant les ateliers qui sont en place et les outils qui sont en place aussi. Alors, j'espère vraiment que vous allez pouvoir nous utiliser pour cela. Et en plus de ça, nous avons aussi des capacités multilinguistiques. Donc, on a la possibilité de discuter avec des gens de qui parlent différentes langues aussi. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Merci beaucoup de nous offrir vos ressources. Raj, oui, je crois que mes copanélistes ont vraiment bien répondu à cette question. Je crois que les points que j'allais présenter ont déjà été couverts. Donc, je voulais simplement mentionner que c'est un excellent exemple des sphères qui seraient couvertes par les codes du droit de la personne d'Ontario. Donc, on parle des services, que ce soit l'emploi et bien sûr, dépendant du contexte, des faits et de la situation. Maintenant, ceci étant dit, le ministère et les commissions scolaires ont leurs propres responsabilités en tant qu'administrateurs et responsables de ces devoirs. Donc,
Mes collègues ont déjà mentionné tout cela. Donc, on parle de la formation et l'éducation, on parle de l'engagement de la communauté, la mise en place de partenariats, des efforts de collaboration aussi. On peut aussi réfléchir au fait qu'il faut travailler de manière collective par rapport à ces défis. Parce qu'il nous faut maintenant chercher ces opportunités afin d'éduquer les gens par rapport aux racines de la discrimination. Donc, il faut leur enseigner par rapport à l'islamophobie, l'antisémitisme et tout ce dont nous avons déjà entendu parler. C'est tout ce que je voulais mentionner, mais je crois que mes collègues ont déjà couvert tout cela. Maintenant, est-ce que je pourrais faire deux derniers points par rapport aux ressources, juste avant que nous puissions conclure? J'aimerais savoir, en fait, j'aimerais vous mentionner deux choses rapidement et faire une petite publicité. Donc, tout d'abord, la Commission des droits de la personne de l'Ontario voudrait introduire notre nouvelle page d'accueil sur le site Web. Et c'est là où nous organisons beaucoup de nos ressources sur la haine et bien sûr tout ce qui est en rapport avec l'anti-haine aussi. Donc, ça pourrait être utile pour toutes les personnes qui sont ici. Et l'autre chose que j'aimerais présenter, c'est le fait que demain, notre contrepartie en Colombie-Britannique, le commissaire là-bas, va mettre en place leur rapport final par rapport à l'enquête sur la haine pendant la pandémie de COVID-19. Et je crois que c'est quelque chose que je vous encouragerais tous à suivre officiellement parce que je crois que c'est une enquête qui est très compréhensive et complète. Donc, je crois que tout cela va être très compréhensif aussi, que ce soit avec des nouvelles découvertes, mais aussi des recommandations qui vont être utiles à chacun d'entre nous pendant que nous essayons de voir comment est-ce que nous allons faire face à ces défis. Nous allons pouvoir partager ce lien avec vous et vous allez pouvoir le partager avec ceux qui regardent cet événement et qui assistent. So great. Thanks so much, Raj. And thank you to all the C'est panelists. merveilleux, Raj. Merci à tous les panélistes, Kiran, Raj, Bernie, pour votre expertise. Nous venons de simplement aborder le sommet de l'iceberg, mais il y a tellement un impact sur la santé mentale et émotive et physique. Nous avons fait du progrès, on l'a vu, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, idéalement, d'une manière coalition. Donc, on va apporter plus de ressources et de faire un travail collaboratif avec la police et les droits de la personne et l'éducation publique, qu'on puisse appuyer le système avec l'éducation publique et les données et continuer à approfondir notre connaissance des intersections et les complexités et comment les crimes, la discrimination et le racisme. Nous avons beaucoup de gens des différentes communautés et on doit créer des systèmes pour aborder ces complexités et arriver à la racine du racisme, de la suprématie des Blancs et la patriarchie, etc. Donc, merci donc tout ce travail pour votre expertise, vos conseils. Merci au CACI, merci à nos interprètes, merci à nos merveilleux participants avec de super questions, mais auxquelles on n'a pas pu nous rendre. Donc, on a créé un lien dans le chat pour les ressources. Nous allons envoyer ce lien après cette session comme sondage d'évaluation. Prenez quelques minutes pour compléter cela. Nous avons aussi un webinaire précédent sur notre canal YouTube et un lien de cela va vous être envoyé également. Donc, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous voir et d'avoir cette discussion et puis j'ai hâte de continuer à collaborer avec vous. Merci beaucoup. Merci. See you all join us for March 23rd, our last in the series. We'll be hearing Merci de vous joindre à nous le 23 mars. On va entendre les organismes qui desservent les personnes immigrantes et réfugiées. Merci beaucoup à tous.